Bonjour, je suis extrêmement heureux et honoré d'être parmi vous et je remercie très sincèrement Victor Stoichkita de son invitation à parler ici de Velázquez dans le cadre d'un séminaire intégré à cette chaire européenne 2017-2018. Mon sujet portera donc, comme vous le voyez sur le titre, sur Velázquez en Italie, rhétorique et réflexivité. On a fait de Velázquez, suite au mot célèbre de Manet, le peintre des peintres. On en fait le peintre de l'évidence, le peintre de la réalité, le peintre des apparences, le peintre de la matière. On en fait assez peu un peintre intellectuel, sauf à affubler ses compositions de diagonales plus ou moins étonnantes pour faire apparaître telle ou telle règle mathématique, nombre d'or, voire codes occultes. En un mot, chez Velázquez, pour nous du moins, la main du peintre a éclipsé son œil, c'est-à-dire son cerveau. Or, c'est à ce cerveau que je me propose de nous intéresser ce matin, c'est-à-dire à l'art de composer chez Velázquez, à son utilisation de l'espace, à sa relation au spectateur, à sa conception même de ce qu'est une image, de ce que doit être une image, en clair, au fonctionnement de ces tableaux. Alors, fonctionnement, le mot peut faire bondir, je peux le comprendre. Je pense cependant qu'il est particulièrement adapté, et du moins, je n'en ai pas trouvé de meilleur. Par fonctionnement, j'entends en fait l'effet ou les effets attendus par un peintre de sa composition sur celui qui la regarde. Et il m'intéresse donc de déconstruire, pour l'analyser, l'intention de l'artiste dans sa création à travers les moyens plastiques et les choix narratifs qu'il met au service de son expression, c'est-à-dire en un sens, sa rhétorique. Car pour comprendre Velázquez, l'originalité de son approche et aller au-delà de la fausse simplicité de ses images, il faut saisir précisément le fonctionnement de celle-ci, les ressorts de sa rhétorique, qui, au sens aristotélicien, allie l'éthos, c'est-à-dire le crédible, pour un peintre de la génération de Velázquez, ce sera le naturalisme, le pathos, l'émotion, pour un artiste, c'est l'expression des passions, le logos, le raisonnement, la clarté du message, en peinture, c'est justement l'art de composer. Car l'étude approfondie des œuvres de Velázquez démontre qu'il avait un grand souci de ses inventions et de leur fonctionnement sur, voire avec, comme nous le verrons, le spectateur, qu'il interpelle, voire qu'il implique dans ses compositions. Son mode opératoire de prédilection, tel que je l'ai identifié, est l'aller-retour, le va-et-vient, l'effet miroir, l'établissement de fait de relations réflexives, soit dans une même œuvre, avec une architecture toujours plus complexe qui culminera dans les Ménines, soit entre deux œuvres, dans un jeu de questions-réponses et d'interdépendance extrêmement original. Dans ce contexte précisément, la peinture italienne et l'Italie jouèrent un grand rôle pour stimuler et nourrir ces réflexions. Velázquez, comme il vous l'a été dit, eut deux occasions d'y séjourner, à 20 ans de distance. La première, entre 1629 et 1631, c'était un voyage d'apprentissage. La seconde, entre 1649 et 1651, cette fois-ci comme agent du roi Philippe IV. Pardon. Dans le corpus de Velázquez, et si on exclut la question des portraits, on peut dénombrer trois ensembles de tableaux qui fonctionnent par paires. Une paire à Séville, nous allons l'étudier tout de suite, celle de l'Immaculée Conception et de la Vision de Saint Jean à Patmos, et deux paires à Rome, les vues de la Villa Médicis qui vous ont déjà été montrées, ainsi que la Forge de Vulcain et la tunique de Joseph. Si les quatre toiles romaines sont pour la plupart du temps ont été envisagées en pendant, alors même qu'au fond on sait très peu, sinon rien, de leur contexte de commande et d'exécution, les deux compositions sévillanes sont habituellement commentées séparément, alors que pourtant elles partagent la même origine, le couvent des Carmélites de Séville, et que, d'une certaine façon, elles préparent les tableaux du premier séjour italien qui fonctionnent en pendant. Le contexte de création de ces tableaux recoupe de près le contexte des premiers débuts, des débuts de Velázquez à Séville. Nous sommes en 1617 quand Velázquez est reçu maître, qu'il sort de l'atelier de Pacheco.
Cette même année, à Séville, est animée par un énorme débat théologique et, d'une certaine manière, politique sur le culte rendu à l'Immaculée Conception, qui n'est pas encore un dogme, il ne le sera qu'en 1854, mais qui est une dévotion extrêmement soutenue en Espagne. Dans ce contexte extrêmement violent, où on s'invective, voire on s'agresse pour savoir si on a le droit de vénérer l'Immaculée Conception, la Vierge conçue sans péché, ou non, eh bien, le pape, Paul V, va prendre un bref pontifical qui interdira solennellement la critique en public de l'Immaculée Conception. Cette décision de Rome est vue comme une grande victoire par le camp des immaculadistes à Séville, et va engendrer une large production d'images de l'Immaculée Conception. En effet, depuis le Concile de Trente, l'artiste peut jouer un nouveau rôle. Ces images sont désormais dotées d'un pouvoir plus grand, et dans ce contexte, donner une image à un culte, c'est lui donner un visage, un support, une arme presque, qui va permettre d'augmenter la dévotion, c'est-à-dire d'augmenter la reconnaissance officielle de cette dévotion, et ainsi d'asseoir sa légitimité. Dans ce contexte qu'on qualifierait presque aujourd'hui de guerre de l'image, l'artiste et le commanditaire se donnent la main. Or, c'est précisément ce qui s'est passé pour le cas des carmélites qui, eux-mêmes, avaient intérêt à s'engager dans la lutte pour la défense de l'Immaculée Conception. En effet, dans le processus de construction à la fois théologique mais aussi iconographique de l'Immaculée Conception, on a d'emblée fait l'assimilation entre la femme de l'Apocalypse, décrite par saint Jean dans sa vision sur l'île de Patmos, et d'autres références issues des litanies de la Vierge, du Cantique des Cantiques, afin de créer une image inédite qui allait devenir l'image dogmatique de l'Immaculée Conception. Les carmélites étaient particulièrement attachés à cette dévotion parce qu'ils se réclamaient eux-mêmes du prophète Élie, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Et cela avait évidemment des conséquences en termes de préséance sur les autres ordres religieux. C'est donc extrêmement important pour eux. Or, Élie était précisément réputé pour avoir assisté à une apparition de la Vierge sur le mont Carmel. Et il était assez facile, évidemment, de transposer l'apparition de la Vierge à Élie avec l'apparition de la femme de l'Apocalypse à Saint Jean, c'est-à-dire à l'Immaculée Conception, telle qu'elle était en train de se construire. Les religieux du couvent des Carmes auraient cependant pu se contenter d'un tableau, celui justement de l'Immaculée Conception, ou de l'autre tableau, de la vision de Saint Jean. Mais ils ont choisi d'en commander deux qui, vraisemblablement, fonctionnaient en pendant. Contrairement aux prescriptions de Pacheco, le maître de Velázquez, qui les dicte dans les annotations de son art de la peinture, notre jeune peintre donne à Jean les traits d'un jeune homme, ce qui n'est, historiquement, entre guillemets, pas tout à fait vraisemblable. Le saint, à la plume à la main, assiste à sa célèbre vision. Je cite, « Et je vis descendre du ciel une femme habillée de soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous ses pieds. » Cette vision, il la consigne dans son livre. Et le peintre prend soin de représenter cette apparition dans l'angle supérieur, à gauche de la composition. Vous la voyez ici. Mais, en même temps que nous l'apercevons, le peintre la dérobe à nos yeux, la rend évanescente, diaphane, floue. C'est d'une certaine manière l'idée de la vision que Velázquez, avec la fugacité de la proclamation que suppose ce type d'expérience, va essayer de nous rendre. Ainsi, le peintre donne moins accès à la vision elle-même, qui nous donne à voir cette vision, qui nous donne à voir l'évangéliste au moment de cette vision. Saint Jean nous apparaît net, lui, tangible, présent, extrêmement présent. La vision, elle, est lointaine, insaisissable, elle nous échappe. C'est à cet instant, selon moi, que le second tableau prend tout son sens. La femme représentée devient non seulement, en vue rapprochée, la vision lointaine de Saint Jean, mais sa vision elle-même. C'est l'image qui apparaît à ses yeux et qui surtout s'imprime dans sa mémoire, ou plus encore que l'évangéliste recompose mentalement après son expérience visionnaire et qu'il consigne dans son Apocalypse. En deux tableaux, d'une certaine façon, Velázquez nous livre deux visions, Saint Jean ayant la vision et la vision qu'il a eue. Cette dernière n'est donc plus seulement
celle de la femme de l'Apocalypse, telle qu'elle apparaît évanescente ici, mais elle se confond avec l'Immaculée Conception, telle qu'elle apparaît codifiée ici, une Immaculée Conception qui se révèle, et il ne faut pas oublier que le terme Apocalypse signifie lui-même révélation, qui se révèle comme la représentation de la Vierge sans tache et adopte les canons iconographiques de l'Immaculée. Jean n'est ainsi pas seulement un témoin passif, mais il est lui-même théologien et il devient le conceptualisateur de cette Immaculée Conception. Cette narration en deux tableaux, à double détente, comme un jeu à la fois réflexif et fragmenté, n'est pas isolée chez Velázquez. Dans ses premiers bodegones, ou scènes de cuisine, comme ici le repas Emmaüs, il dédouble aussi l'espace de la représentation en insérant un tableau dans le tableau, en jouant sur deux registres, deux niveaux, une histoire qui trouve son unité par un jeu de va-et-vient par un jeu de va-et-vient visuel et narratif. Renvoyant l'un à l'autre, ce sont les deux plans, tout à l'heure les deux tableaux, qui révèlent la nature et le sens de leur relation. Le terme bodegón est utilisé en espagnol pour désigner une scène de genre humble ou une nature morte, à l'exception des fleurs qu'on appelle floreros ou des fruits qu'on appelle fruteros. Il s'agit en fait d'une généralisation car au départ, le mot désigne un lieu, un espace très précis, ainsi qu'en témoigne le Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, où le bodegón est défini comme l'antichambre basse d'une cave à vin où ceux qui n'ont pas de cuisine dans leur logement peuvent trouver de quoi boire et de quoi manger. Ainsi, dans l'œuvre de Velázquez, le terme stricto sensu ne pourrait s'appliquer qu'aux scènes de taverne et par une acceptable extension aux scènes de cuisine, comme c'est le cas sur le tableau de Dublin que nous avons sous les yeux. Le genre n'est pas propre à l'Espagne, il précède à Velázquez par ailleurs, et se trouve également traité en Italie par des artistes tels Passerotti, Annibale Carracci ou Vincenzo Campi, ainsi que dans le Nord, 2 générations plus tôt, avec Peter Hertzen ou Joachim Böckeler, qui s'étaient fait une spécialité de ces scènes de cuisine à coulisses, avec parfois une histoire biblique qui se déploie soit à l'avant de la scène, soit à l'arrière de la scène. Le jeune Sévillan avait tout loisir de connaître ses compositions, flamandes ou italiennes. Séville est une ville extrêmement riche en art et qui brasse une population extrêmement mélangée de diverses nationalités. Et il pouvait évidemment avoir à sa disposition les nombreuses gravures qui reprenaient ce même artifice et qui jouaient précisément beaucoup de cette construction en double coulisse. Par ailleurs, ces exemples visuels pour Velázquez se doublaient de réalités littéraires, tant sur le fond, avec, depuis le milieu du XVIe siècle, le développement de la littérature picaresque qui précisément mettait en scène les mendiants, les vagabonds et les invités à la table de la littérature et du théâtre, que sur la forme où, là encore, syntaxiquement, on avait largement recours aux digressions, aux incises, pensez simplement à Cervantes, ou au tableau dans le tableau, comme on le trouve dans les comédies espagnoles et comme s'en est également beaucoup inspiré le théâtre français. Il suffit de penser à l'illusion comique de Corneille. C'est sans doute dans ces termes qu'il faut comprendre la lecture du repas Emmaüs de Dublin. Le spectateur est plongé d'emblée dans l'univers d'ustensiles de cuisine, quand, dans un deuxième temps seulement, il aperçoit par une fenêtre, réelle ou symbolique, la scène biblique de l'arrière-plan, c'est-à-dire le repas Emmaüs, c'est-à-dire, au fond, l'archétype de la taverne christianisée. Par retour, le regard est renvoyé du second plan vers le premier plan. La lumière du fond vient éclairer le profil droit de la servante, qui est une esclave. On a interprété cette lumière comme l'action de la grâce, révélant à cet esclave la réalité du mystère chrétien. Et ça n'est sans doute pas un hasard si, au tout premier plan de la composition, il y a de manière très visible cette casserole qui est rendue ici, un écho très tentant à une phrase célèbre de sainte Thérèse d'Avila disant que Dieu se promène parmi les casseroles. Donc Dieu se promène parmi les casseroles, Dieu est présent dans le quotidien. Cette scène de genre est aussi une scène religieuse et l'affirmation gagne encore en solidité lorsque l'on sait qu'au même moment, à Séville, l'évêque des Castro
pratiquer justement une pastorale à l'adresse de ces populations esclaves afin de les faire baptiser et de rendre extrêmement clair que même s'ils sont esclaves, ils ne sont pas oubliés de l'économie du salut chrétien. Les deux modes opératoires de l'aller-retour dans un même tableau ou du jeu de va-et-vient d'un tableau à l'autre sont donc en place quand Velázquez découvre l'Italie. C'est cependant dans cette péninsule voisine que l'émulation des artistes vivants et des œuvres du passé vont lui permettre de transformer sa mécanique en une rhétorique puissante. Le 28 juin 1629, Diego Velázquez obtient de Philippe IV l'autorisation de se rendre en Italie. Il s'agit, comme on vous l'a dit, d'un voyage d'études aux frais de la couronne pour permettre au peintre du roi de parfaire sa formation. Le 10 août 1629, il embarque à Barcelone. Le 20 août de la même année, il accoste à Gênes, alors que le reste de l'équipage de sa compagnie, et principalement l'important marquis de Spinola, se rend à Milan. Velázquez, lui, prend la tangente et part directement à Venise, qui est un peu, pour un Espagnol, en raison de la passion des souverains espagnols pour la peinture vénitienne, l'Eldorado que l'on peut imaginer. En 1630, Velázquez arrive à Rome, non sans s'être arrêté en route à Ferrare, à Bologne et à Cento, à côté de Bologne, pour voir le Guerchin. Pacheco nous dit qu'il fut hébergé au sein du palais apostolique par le cardinal Barberini, rencontré à Madrid en 1626 quand celui-ci était légat, et qu'il profita de cette situation pour dessiner d'après les fresques de Raphaël et de Michel-Ange. À vrai dire, aucun document autre que le témoignage de Pacheco n'est venu étayer ce témoignage. On sait en revanche que fut loué à son nom un logement sur la Piazza di Spagna de janvier 1630 à juillet 1631, et que Velázquez, rappelé par le roi, dut écourter son séjour et transmit son appartement, fit reprendre son appartement, son bail en tout cas, à un autre peintre, à un peintre français, un certain Nicolas Poussin. Un second lieu eut également la faveur du maître espagnol à Rome, la Villa Médicis sur le Pincio, un endroit idéal, le Sévillan ne s'y trompa pas, pour vivre au frais l'été particulièrement suffocant de Rome. Or, l'ancienne vigna de Giovanni Ricci n'était pas seulement un luxueux ermitage, c'était aussi un jardin, et l'un des plus enviables de Rome. Pour Velázquez, c'était l'occasion rêvée pour affronter un genre pictural qu'il n'avait jamais pratiqué pour l'instant, voire qu'il avait cherché à éviter, c'est-à-dire le paysage. Et les deux petits tableaux que je vous montre ici, mais que vous avez déjà vus ce matin, gardent le souvenir de ce passage de Velázquez à la Villa Médicis, à deux moments du jour. Ici, nous avons le midi ou la Loggia de Cléopâtre, ce sont des titres modernes, et à droite, la Serlienne en travaux, dit aussi le soir. La datation de ces deux œuvres reste discutée. La subtilité et la sûreté de leur exécution ont d'abord pu faire penser au deuxième séjour romain de l'artiste vers 1650, une hypothèse qui par ailleurs a été consolidée, fortifiée par l'existence de documents qui attestent d'un chantier dans la Serlienne, justement dans ces années-là. Leur analyse technique, en revanche, les rattache plutôt à la décennie 1630, opinion à laquelle, aujourd'hui, la majeure partie de la critique s'est rangée. Cette dernière option présente en outre un autre intérêt, un autre avantage, celui d'être plus cohérent avec les préoccupations du peintre et les incitations qu'il pouvait avoir à s'adonner à ce genre si nouveau, mais qui triomphait à Rome, une génération plutôt avec Paul Bril et Elsheimer et Carache, et au moment où Velázquez est lui-même à Rome, avec Poussin, Duguay et Claude Lorrain. Mais que sont ces tableaux ? Romantiquement et anachroniquement, au nom de la modernité du pinceau de Velázquez et de sa redécouverte au XIXe siècle, on a voulu en faire les premiers plein air de l'histoire de la peinture. C'est assez peu probable. Est-ce un pur exercice ? On sait que le peintre les garda. Une autre possibilité qui se révèle, si on les considère non pas indépendamment, mais bien l'un par rapport à l'autre, a été émise dans une hypothèse de Salvatore Salort Pons, peu reprise, mais qui en fait prend tout son sens dès lors que l'on a réussi à identifier chez Velázquez d'autres occurrences de tableaux qui fonctionnent, entre guillemets, en paire. En effet, cette sculpture qui était, il est vrai, connue comme Cléopâtre, comme le suicide de Cléopâtre, peut tout à fait être lue, entre guillemets, comme une autre iconographie, et c'est d'ailleurs un titre qu'elle portait aussi, c'est-à-dire Ariane endormie,
abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos. De même, la Serlienne en travaux peut intriguer pour la présence de cet élément, de ce personnage, c'est-à-dire d'un fil qui relie le rez-de-chaussée, le rez-de-jardin à l'étage de la balustre, un fil qui pourrait paraître complètement anodin, mais il y a assez peu de choses anodines et gratuites chez Velázquez, mais dès lors que le tableau fonctionne avec une Ariane endormie, il est assez séduisant, peut-être un peu hardi, mais cédons à la séduction pour un temps, d'y voir le fameux fil d'Ariane, d'autant que la forêt que vous voyez au premier étage, ici derrière la balustre, n'était autre que le Bosco, une sorte de labyrinthe sylvestre construit en 1570. Ces deux tableaux ensemble représentent-ils l'histoire d'Ariane libérée par Thésée puis abandonnée à Naxos? L'hypothèse est assez, gratuite si on peut dire, mais ne manque pas de pertinence dans le contexte d'un Velázquez qui a un rapport extrêmement concret à l'Antiquité, qui place assez peu d'éléments gratuitement dans ses compositions et qui, on l'a vu, aime travailler en deux tableaux. En effet, pour Velázquez, ou du moins lors de son premier séjour à Rome, son rapport à l'Antiquité est un rapport à une Antiquité non formelle, une Antiquité actuelle, dans un contexte où la Villa Médicis est elle-même un musée d'Antiquité à ciel ouvert, la collection est très largement aux offices aujourd'hui, un théâtre d'antique, même si l'on pense à la scénographie des statues sur la façade ou dans les jardins. Je vous les remontre ensemble. La deuxième paire d'œuvres exécutées par Velázquez lors de son premier séjour romain, et de façon surprenante, sans contexte de commande connu, consiste en ces deux larges toiles, la Forge de Vulcain et la tunique de Joseph. La première, Apollon dans la Forge de Vulcain, mesure, pour vous donner une idée, 222 cm sur 290 cm, donc 222 de haut sur 290 de long. Le sujet puise aux sources d'Ovide et d'Homère qui narrent les malheurs conjugaux du pauvre Vulcain, trompé par Vénus avec le dieu Mars. Le peintre ne choisit pas de représenter le moment le plus trivial pourtant de cette coucherie, quand les amants sont surpris par le mari cocu. Il préféra mettre en scène l'instant, très désagréable il est vrai, où Apollon annonça au divin forgeron son infortune. Cet épisode précis était plus rarement traité par les peintres, mais il existait une gravure de Tempesta que Velázquez pouvait connaître. Cela dit, en avait-il besoin ? Une chose est certaine, c'est que le sujet était à la mode. Dans les mêmes années, si ce n'est la même année, d'autres peintres s'y étaient livrés. Et eu égard au contexte politique européen de la guerre de 30 ans, la représentation de la Forge de Vulcain sonnait sans doute comme l'annonce de la reprise du conflit, le surgissement de la discorde et l'arrachement du dieu de la guerre au bras de l'amour pour le lancer sur le champ de bataille. D'autres interprétations furent proposées, plus artistiques celles-ci. Elles opposaient Apollon, patron des arts et des artistes, à Vulcain, figure de l'artisan. En prolongeant cette vision, le premier, Apollon, irradié de clarté naturelle, celle du soleil naturellement, pourrait symboliser le discours, l'intellect, la pensée individuelle. Le second, Vulcain, éclairé par la lumière artificielle du feu, représenterait le travail manuel, entouré de ses assistants, l'exécution collective. Il n'y a pas loin à chercher pour trouver dans cette lecture une sorte de métaphore de l'organisation d'ateliers. Pendant ce temps, l'amour, Vénus, la guerre, Mars, les deux forces motrices du monde, mais aussi les deux sujets les plus fréquents de l'histoire de l'art, convolent. Cette interprétation fait-elle sens au regard du supposé pendant du tableau ? Jacob découvrant la tunique ensanglantée de Joseph. Ah, pardon. Le sujet est tiré de l'histoire biblique, du livre de la Genèse. Il met en scène les frères de Joseph, fils de Jacob, qui, jaloux, le vendirent et le firent passer pour mort aux yeux de leur père. Velázquez choisit de représenter le moment où, découvrant la tunique ensanglantée de son fils, le vieux patriarche pousse un cri d'horreur. La critique a fait valoir que dans les deux cas, les tableaux, je vais revenir ici, que dans les deux cas, les tableaux abordaient le terme de la tromperie et du mensonge. Tromperie de Vénus dans un cas, mensonge des frères de Joseph dans l'autre. On a aussi voulu lier les deux compositions par une interprétation christique. Apollon représenterait le Christ qui annonce la faillite des anciens dieux, et le sang de Joseph renverrait à celui de la crucifixion.
La démonstration n'est cependant guère convaincante, et à vrai dire, à trop chercher ce que les œuvres peuvent avoir en commun, quelle signification elles pourraient partager, on a sans doute sous-estimé l'étude de ce qui les lie réellement l'une à l'autre, ce par quoi elles se répondent plus concrètement, c'est-à-dire leurs oppositions. Leurs points communs ne sont en effet que apparents et superficiels. Certes, les deux œuvres figurent le même nombre de personnages, pris dans l'acmé dramatique d'un récit historique, profane dans un cas, sacré dans l'autre. Première opposition. Mais, contrairement à une idée trop rapidement plaquée, il ne s'agit pas de deux histoires de tromperie. Au contraire, si les frères de Joseph mentent à leur père, Apollon, lui, est porteur d'une vérité. Donc, deuxième opposition. De même, il s'agit de deux révélations, un adultère réel et une mort simulée. L'un passe par la parole, celle d'Apollon, l'autre par la vue, celle de la tunique ensanglantée. Troisième opposition. Les moments de la narration eux-mêmes diffèrent. La forge représente l'annonce d'Apollon, la tunique, l'effroi de Jacob, c'est-à-dire un temps plus loin. C'est la réaction, ce n'est pas le stimulus. Les réactions de Vulcain et des Cyclopes, les explications des frères de Joseph, sont les propositions subordonnées de phrases à la syntaxe inversée. D'une part, il arrive après, Apollon annonce, Vulcain et ses acolytes réagissent. Dans le second cas, la réaction arrive dans un, l'annonce arrive dans un second temps. On est d'abord frappé par la réaction, celle du patriarche, et on découvre enfin le stimulus de cette réaction, la tunique ensanglantée montrée par les frères de Joseph. C'est donc la quatrième opposition. Formellement, enfin, les deux compositions s'équilibrent par ces oppositions complémentaires entre un groupe de figures isolées, Apollon à gauche dans la forge, Jacob à droite dans la tunique. Dans le premier cas, je vous l'ai dit, une personne suscite la réaction de 5 autres. Dans le second, c'est l'inverse, c'est la dernière opposition. Alors que peut-on déduire de ces oppositions multiples ? L'une à côté de l'autre, ces toiles s'équilibrent et paraissent se répondre. Elles semblent jouer un même thème, mais sur un mode légèrement différent. Pardon. Voilà, c'est là qu'il faut que j'arrive. Enriqueta Haris, cherchant à voir dans la figure solaire d'Apollon une allusion au Christ, avait rapproché la forge d'une composition romaine fameuse, bien que peinte quelque 30 ans avant l'arrivée de Velázquez, la très célèbre Vocation de Saint Matthieu de Caravage à Saint-Louis des Français. La comparaison, il est vrai, est formellement et narrativement pertinente. En effet, dans les deux cas, nous avons un personnage isolé, ou presque, qui fait irruption dans une pièce pour annoncer une nouvelle. La nouvelle est plutôt mauvaise pour Vulcain, puisque c'est l'adultère de sa femme. La nouvelle est plutôt bonne pour Matthieu, c'est sa vocation, et c'est surtout la bonne nouvelle avec un grand B et un grand N. La palette, comme souvent chez Caravage et les caravagesques, est restreinte, terreuse, presque froide. Or, on observe que dans la forge, Velázquez, lui aussi, avec cette palette extrêmement éteinte, bien joue de cette esthétique caravagesque, et donc le tableau se mesurerait peut-être à la toile de Caravage. Au contraire, dans la tunique de Joseph, la palette se caractérise de manière diamétralement opposée. C'est un colorisme soutenu qui joue des clivages entre les rouges, les jaunes, les bleus, et la référence semble Venise. Le tapis chatoyant et surtout le petit chien, que l'on retrouve très souvent dans les compositions de Titien ou Tintoret, sont des effets de citation et presque d'hommage à la peinture vénitienne. De fait, le néo-vénétianisme était à la mode à Rome. Velázquez l'avait su et l'avait constaté lui-même lorsque, grâce au conseil du cardinal Sacchetti, il avait fait la connaissance de Pietro da Cortona, Pierre de Cortone, et qu'il était allé à côté de Bologne à Cento pour rencontrer le Guerchin, l'un des chefs de file de l'école bolognaise, qui entendait précisément offrir une synthèse entre les traditions romaines et vénitiennes. Faut-il alors, dans ce contexte, voir les deux compositions de Velázquez comme un écho aux deux courants artistiques qu'il découvrait à Rome ? Tenta-t-il une synthèse personnelle ? Ce qui est certain, c'est que cette synthèse a eu lieu à au moins un endroit de Rome, il y en aura deux en fait, non loin de la Villa Médicis où Velázquez séjourne, au Casino Ludovisi, où on avait fait travailler à deux espaces très voisins le Guerchin, le fameux Guerchin dont je viens de parler, avec cette fresque de l'Aurore, et juste à côté, Caravage, avec son Neptune, Jupiter et Pluton. Velázquez put y voir un défi à sa mesure et décider en deux tableaux de reproduire cette émulation.
Il faut aussi se rappeler que la collection Ludovisi à l'époque est marquée par une actualité extrêmement importante pour les peintres, c'est-à-dire l'arrivée des deux grands chefs-d'œuvre du Titien, la Bacchanale des Andriens et la Fête de Vénus, deux tableaux que le hasard, ou pas tout à fait, fera arriver dans les collections royales espagnoles par la suite. Velázquez avait donc toute raison de connaître les dieux. Cela dit, un autre élément, une autre actualité vient étoffer cette proposition. En effet, le paysage artistique romain avait été marqué dans ces mêmes années par un autre affrontement esthétique d'une nature similaire. La basilique Saint-Pierre achevait sa grande mue depuis la destruction de la basilique constantinienne. En 1612, elle recevait sa façade. En 1624, Bernin lançait à la croisée du transept son baldaquin et il restait dès lors à décorer les autels. Or, pour décorer deux de ces autels, on avait fait appel à un peintre français, Nicolas Poussin, installé à Rome depuis 1624 et qui donc fut désigné pour exécuter l'un de ces tableaux d'autel, héritant de fait d'une commande qui, au départ, avait été donnée à Pierre de Cortone, mais ce dernier l'avait abandonnée. Toujours est-il que l'esthétique dans laquelle s'inscrit extrêmement clairement Poussin est celle de Venise et celle du courant néo-vénitien qui sévit alors à Rome. Or, l'œuvre fut achevée en 1629, mais à la fin de cette même année, Velázquez met le premier pied à Rome. Or, 1629 correspond également à une deuxième commande pour une chapelle voisine à un autre artiste, que le hasard fait également un artiste français. Il s'agit de Valentin de Boulogne, à travers son martyre de Saint-Processe et Saint-Martinien. Valentin choisit de manière extrêmement claire de faire référence à la composition de Poussin, donc exécutée, terminée quelques mois plus tôt, mais en même temps s'y oppose et s'y mesure. D'emblée, les deux œuvres sont comparées, notamment par le critique Sandra Hart, qui prime plutôt Valentin, dont il loue le naturalisme et l'harmonie tonale des couleurs. Cette confrontation est ainsi vue dès l'époque comme la confrontation de deux tendances, de deux options esthétiques, l'une solaire, lumineuse, vénitienne, l'autre lunaire et luministe et évidemment caravagesque. Il est évidemment assez tentant de voir Velázquez ici, stimulé par ses exemples contemporains, reprendre cette dualité à son compte dans la forge et la tunique, mais d'une certaine manière les surpasser parce que sous l'action d'un seul pinceau et d'un seul œil, il réussit à concurrencer les deux grands maîtres, ces deux grands rivaux contemporains sur leur propre terrain. Ainsi, comme au temps de l'Immaculée Conception et de Saint-Jean, le peintre avait répété son artifice d'un dialogue commutatif entre deux toiles qui se répondent, et une fois encore, il était plus efficace de lire Velázquez avec les outils qu'il met à notre disposition plutôt qu'essayer de l'interpréter. Velázquez rentre en Espagne en 1631, appelé par la cour. Il est dans ce contexte un tableau qui pose encore bien des questions de datation, tantôt situé avant, tantôt pendant, tantôt après le premier séjour italien de l'artiste. Ce qui est certain en revanche, c'est que le tableau est extrêmement marqué par l'Italie et qu'il marque aussi l'un des premiers sommets de l'art de Velázquez dans sa prise en compte du spectateur comme acteur de ses compositions, comme élément indispensable de leur fonctionnement selon la deuxième modalité identifiée que je baptiserai « voir ou n'est pas voir » et dont les Bodegones sévillans et l'Immaculée Conception avaient déjà donné un avant-goût. La composition du Christ contemplé par l'âme chrétienne après la flagellation, est ainsi dominée par une longue oblique tracée par la corde. L'expression du Christ traduit un pathos encore rare chez Velázquez, et son corps aux muscles précis est un chef-d'œuvre de perfection anatomique. Ce sont alors précisément ces éléments, les échos de la sculpture antique, et plus exactement hellénistique, qui ont longtemps fait penser que l'œuvre fut peinte lors du premier voyage italien de l'artiste. Sa mise en scène, son invention, donc de l'âme chrétienne regardant le Christ après la flagellation, n'est pas du tout originale dans la peinture espagnole. Elle répond en fait à une double pratique dévotionnelle, la première d'un ordre individuel et qui est hérité des exercices spirituels de saint Ignace, qui invite le fidèle à faire l'obscurité en soi pour se constituer un théâtre intérieur et imaginer les événements de la Passion. La seconde est d'ordre collectif, et c'est l'expérience que tout Espagnol pouvait faire lors des processions de la Semaine Sainte,
quand une sculpture au réalisme exacerbé, éclairée par des torches, apparaissait soudain dans une ambiance de ferveur. Le jeu de l'illusion du réalisme, le trouble que jette le clair-obscur d'une flamme vacillante, aidait le transport spirituel, et le fidèle dans la rue, comme l'âme chrétienne dans le tableau, devenait témoin réel de la passion réellement présente. Velázquez choisit l'épisode de la flagellation, ou plus exactement le moment qui lui succède immédiatement, quand Jésus, le corps lacéré, à terre, est abandonné par ses bourreaux. L'âme assiste au spectacle comme le fidèle assiste au passos. Cependant, le paradoxe de la représentation, et c'est tout là le nœud de l'art de composer de Velázquez, le paradoxe de la représentation veut qu'on ne voit pas l'objet du tableau, c'est-à-dire ce que regarde l'âme chrétienne, ce qui crée sur le visage de l'enfant une expression contenue mais réelle de surprise, d'émotion et de recueillement, c'est-à-dire le dos décharné du Christ. L'idée est ancienne, là encore elle n'est pas de Velázquez, et Pline déjà, lorsqu'il mentionne le peintre Timante devant peindre la douleur d'Agamemnon, raconte que pour représenter une douleur si grande même que justement on ne pouvait pas se la représenter ou la représenter, le peintre antique eut un artifice extrêmement intelligent et voilà la douleur d'Agamemnon. Fit qu'Agamemnon se voila la face sur le tableau, de sorte de laisser à l'imagination du spectateur la responsabilité de projeter sa propre vision de l'horreur. Mais Velázquez, s'il reprend l'astuce de Timante, pousse plus loin les ambitions de son tableau. Certes, cacher le dos, l'objet du scandale, est une formule rhétorique puissante et efficace qui implique le fidèle en suscitant de sa part une représentation mentale, une participation. Mais par cette invention, le peintre insiste aussi sur les limites de l'œil physique, de l'œil extérieur, celui qui peut parfaitement reconnaître le supplice, les instruments du supplice, mais qui échoue à voir l'essentiel, qui échoue à voir le mystère, ce mystère caché, ce mystère de la passion, qui, sur ce tableau, au sens propre comme au sens figuré, ne livre sa compréhension qu'à travers le regard de l'âme, le seul qui voit ce qui nous est impossible de voir. La contemplation méditative des souffrances du Christ requiert ainsi l'intervention de ce qu'on pourrait appeler l'œil interne, l'œil intérieur, pour un chrétien, l'œil de la foi qui prend le relais sur l'œil extérieur, celui du corps tenu en échec. Or, un autre regard est rendu impossible, celui que le Christ lance en direction du jeune enfant et qui prolonge par un ray de lumière, généralement interprété comme la grâce, qui se prolonge par un ray de lumière qu'on interprète généralement par la grâce. Le peintre ici souligne l'impossibilité d'un accès direct à Dieu, à son mystère, donc au salut. Or, ce salut va passer par la présence d'une figure d'admoniteur, d'intermédiaire, c'est l'ange gardien, qui représente l'Église et qui porte symboliquement l'étole croisée des prêtres. Voilà le discours de Velázquez extrêmement clair. Il n'y a pas d'accès possible extérieur à la souffrance du Christ, au mystère de la passion. Cela passe par l'œil de la foi, et l'œil de la foi doit être guidé par l'Église. Une vision impossible qui en évoque d'autres, celle de la femme de l'Apocalypse, nous l'avons déjà vue, celle du visage de Vénus, nous allons le voir dans un instant. Ce qui est important, c'est que Velázquez a dès lors formulé l'un de ses axiomes pour ces images. Il s'ingénie à nous empêcher de voir, ce qui est un beau paradoxe pour un peintre, mais un efficace stratagème. Je vous montre un gros plan. Au regard des nouvelles fonctions que Velázquez va accumuler au cours des années 40, Philippe IV va l'autoriser à faire un second voyage en Italie, cette fois pour acquérir des peintures et des sculptures, des antiques et des modernes, et recruter des talents. Si le premier voyage en Italie l'avait guère fait remarquer l'Antiquité de manière formelle, lors de son second voyage, et sans doute parce qu'il a un rapport direct et concret avec l'art de la sculpture, eh bien, il va reprendre dans ses compositions des éléments qui sont justement inspirés de la sculpture qu'il peut voir à Rome, de la sculpture antique. Un exemple très classique relevé par Salvatore Salor Pons est comment est-ce que dans ce Mercure et Argus, eh bien, la figure d'Argus reprend les jambes du Gaulois mourant du musée capitolin. Un autre exemple qui vous a déjà été cité ce matin est évidemment la Vénus au miroir. Vénus au miroir qui
s'inspire très vraisemblablement du groupe de l'hermaphrodite endormi, aujourd'hui au musée du Louvre, mais à l'époque dans la collection Borghese, donc tout à fait à disposition de Velázquez, d'autant que, on vous l'a dit, il en a fait une copie en bronze, il en a fait faire un moulage en bronze. Or, en dehors simplement de la courbe gracile de cette femme, non pas de cette femme, de cette hermaphrodite, autre chose a pu intéresser Velázquez dans cet antique. C'est justement le fonctionnement de cet antique. C'est un hermaphrodite qui porte de fait en lui sa dualité, femme d'un côté, presque homme de l'autre. Et cette dualité ne se révèle que quand on fait le tour de la statue, que quand on accède de fait à ces deux faces. Or, c'est exactement ce mécanisme que Velázquez met en place pour sa Vénus. Sans le miroir qui révèle malicieusement la Vénus, nous ne verrions d'une certaine manière que le dos. Et c'est à travers ce miroir que Velázquez se livre, se joue à une savante circulation de regards où, une fois de plus, personne ne distingue ce que l'autre voit, ni les figures du tableau, ni le spectateur. Cupidon est absorbé par Vénus, dont on aperçoit le reflet du visage. Nous ignorons ce que l'un et l'autre observent, et ils ne peuvent avoir accès à ce que nous voyons, le dos. Un dos qui nous renvoie en symétrie inversée à celui qui, justement, nous était caché dans le Christ après la flagellation. Dans les deux cas, l'enjeu est de l'autre côté, comme il le sera encore dans les Ménines, dont la face de la toile dans la toile nous demeure à jamais interdite. Cet intérêt pour les circulations du regard était né tôt chez l'artiste. Dès ses premières scènes de cuisine, nous l'avons vu, avec ses fenêtres ouvertes sur des épisodes bibliques, sorte d'image mentale, d'extrapolation narrative ou de jeu de coulisses. La servante du tableau de Dublin ne distingue pas plus le repas à Emmaüs de l'arrière-plan que le Christ, après la flagellation, ne réussit à croiser le regard de l'âme chrétienne. Dans les deux cas, c'est un ray de lumière qui semble manifester l'intervention de la grâce et unifie le passage d'un plan, si je puis dire, à l'autre, avec l'intervention d'une perception intérieure, c'est-à-dire d'une participation de l'imagination du spectateur. Dans la Vénus, puis dans les Ménines, c'est le miroir qui est l'instrument de cette révélation, mais une révélation trompeuse qui ne renvoie jamais qu'une réalité apparente et visuellement inversée. Le mystère, dans ce cas, est faussement dévoilé et donc s'épaissit encore. Le visage de Vénus, posons-nous la question, est-il seulement un beau visage ? Vénus est-elle seulement une belle femme de visage ? La question est assez inédite pour un tableau de Vénus. Mais en tout cas, c'est cette ambiguïté que Velázquez non seulement cherche à entretenir, mais construit, et j'espère vous en avoir convaincu, pour sans cesse faire croire qu'il nous révèle des choses alors qu'à vrai dire, il nous les cache, et même quand, de manière ultime, par ce miroir, il tente de nous les révéler, eh bien, l'image est brouillée. Velázquez, peintre de la matière, certainement, mais Velázquez, peintre surtout d'une matière à réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume Kins, pour cet exposé tellement riche, qui complète d'ailleurs très bien mon propre cours de ce matin. Notamment la façon dont ce peintre, des peintres, était également un peintre de tête, qui possédait une culture philosophique, rhétorique aussi, qui l'aidait à travailler sur plusieurs plans avec des images doubles. C'était tout à fait convaincant. Ça complète aussi, je suis content aussi, ça complète ma propre lecture des deux portraits, du portrait du pape et de l'esclave, qui s'insère d'ailleurs dans dans ce savoir rhétorique de Velázquez, qui d'ailleurs, on le sait, possédait une très riche bibliothèque. Donc, on connaît l'inventeur de la bibliothèque de Velázquez. Donc, il était un pictor doctus. Il lisait. Il était très, très à l'aise dans l'histoire de la philosophie, de la poétique et de la rhétorique. En vous écoutant, je me suis arrêté donc sur la toute première lecture que vous avez proposée. Peut-être que vous pouvez revenir un peu en arrière, disons le diptyque Saint Jean à Patmos et l'Immaculée Conception.
Votre lecture m'a semblé tout à fait convaincante. On a d'un côté, disons, le visionnaire, Saint Jean, qui a la vision de la femme dans les nuages, qui est une prémonition de l'Immaculée Conception, et de l'autre côté, dans le tableau, cette vision clarifiée, devenue tableau, pour dire comme ça. Il y a un détail qui m'a interpellé dans cette dualité. Le livre ouvert de Saint Jean, tellement bien exposé sous les yeux du spectateur, dans ce raccourci qui ne peut pas être involontaire. Il montre ce livre, et ce livre presque vide, les pages presque vides, à part la toute première phrase que vous avez citée, il me semble. Une femme... Je vis descendre du ciel une femme. J'ai vu descendre du ciel une femme, et je pense que la ligne s'arrête là. Puis il y a la page blanche. Et la page est blanche justement parce qu'on est dans l'indescriptible d'une certaine façon, le flou de la représentation, et tout ce qui n'est pas sur la page écrite, on le voit dans le tableau. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel, d'après mon opinion. Et ça m'attire encore une fois l'attention aussi sur le fait, la façon dont ce peintre travaillait sur les signes, donc les cris, l'image. J'ai parlé un peu de signature, mais ça, c'est un phénomène. On nous montre ici comment il travaillait justement sur ces niveaux de signification, l'écriture, l'image, l'absence, la présence. Voilà ma toute première observation. Est-ce que, je ne sais pas si on a encore du temps, si vous avez des... oui, on a encore 10 minutes pour discuter. Sinon, on peut revenir aussi. Vous avez très bien montré la façon dont la culture figurative de Velázquez se concrétise, se clarifie pendant ces 2 séjours à Rome. Le fait que Guercino et le Caravage l'aident justement à clarifier ses propres idées et à faire des pas en avant dans ce genre de double composition. Là, oui, alors c'était seulement pour dire que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais ça très, très pertinent. C'était des choses, je connais un peu la bibliographie sur Velázquez, mais je pense que ce sont des choses nouvelles que vous avez apportées ici. Donc cette synergie Guercino, Caravage, Velázquez. Et surtout que ce qui est très frappant, c'est que quand il est à la Villa Médicis, le Casino Ludovisi est à 20 mètres, enfin à 50 mètres peut-être. Et donc il ne pouvait pas ne pas le connaître, et il ne pouvait pas ne pas avoir entendu parler des événements à la basilique Saint-Pierre l'année de son arrivée. C'est un peintre qui avait assez peu de concurrence à la cour, une concurrence très mesquine, principalement de coups bas, mais pas une vraie concurrence artistique. Et il a justement besoin de la stimulation que lui apportent les grands maîtres du passé et les artistes extrêmement sérieux comme Poussin et autres à Rome, pour se sortir vraiment de la facilité dans laquelle il aurait très bien pu rester, parce que c'est un talent extrêmement facile. Il peint parfaitement dès le début. Et puis un autre aspect que j'ai apprécié dans votre intervention, c'est la lecture que vous avez proposée de la Vénus de Velázquez par rapport à l'hermaphrodite Borghese qu'il avait pu voir, et la façon très fine dans laquelle vous avez
interpréter ce travail avec les sources visuelles, le travail de Velázquez avec les sources visuelles, dans le sens d'une ambiguïté très large. Si j'ai bien compris, il y a aussi des interprétations qui disent oui, cette Vénus, c'est un hermaphrodite. C'est pas exactement ce que vous avez voulu dire. Non. J'apprécie ça, et j'apprécie ça justement, parce que vous avez, disons, réformulé le problème de l'ambiguïté dans une ambiguïté de la représentation, pas dans une ambiguïté, disons, sexuelle. Non ? Oui, et puis par ailleurs, je pense que les peintres, en tout cas pour Velázquez, assez peu intéressés au sujet. Il est intéressé à l'invention. Donc, ce n'est pas tant l'hermaphrodite comme thème qui l'intéresse que l'hermaphrodite comme œuvre qui fonctionne. Alors, c'est des terminologies qu'on trouve beaucoup pour l'art contemporain aujourd'hui, le fonctionnement d'une œuvre, comment est-ce qu'une œuvre fonctionne par rapport... Mais c'est des questions que Velázquez se pose véritablement. Et ce qui est intéressant avec l'hermaphrodite, et on a la chance de la voir au Louvre aujourd'hui, donc pour l'exposition, on avait pu rejouer un peu la scène, c'est que c'est vraiment une œuvre qui fonctionne avec intervention du spectateur. C'est-à-dire que si vous la regardez d'un angle, elle ne fonctionne pas. Vous devez tourner, c'est-à-dire que vous devez participer de l'œuvre pour qu'elle fonctionne. Et à mon avis, c'est ça qui est intéressé Velázquez, sachant justement qu'il avait ce penchant vers la dualité, vers les coulisses, vers les allers-retours. Une chose, une fois encore, qui est très inspirée par la littérature espagnole. C'est vraiment un peintre littéraire, un peintre grammatical, un peintre de syntaxe. Et en fait, cet hermaphrodite endormi, à mon avis, lui a donné cette idée, l'a stimulé. Il dit, tiens, voilà, comment est-ce que... et évidemment, sous-main de tout ça, il y a la question du paragone. Comment est-ce que le peintre va représenter une figure de ces deux faces ? Ce n'est pas le premier à faire ça, mais lui joue vraiment sur le côté pile ou face de l'hermaphrodite pour prendre le spectateur dans sa toile, comme une araignée. Oui, tout à fait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions ?